Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, un dossier brûlant, la réforme des retraites françaises de 2023. Une des lois les plus clivantes du quinquennat qui a provoqué un mouvement social absolument majeur. On se base sur une analyse détaillée qui nous a été fournie pour décortiquer tout ça. Notre mission, comprendre les points clés, le parcours politique très mouvementé, l'opposition massive et puis bien sûr l'impact réel, notamment financier. Alors, allons-y. Commençons par le commencement, si on peut dire. Quelle était la justification principale du gouvernement? On a beaucoup entendu parler de l'équilibre financier menacé, c'est ça? La fameuse démographie. Oui, tout à fait. Le discours officiel, c'était «Attention, le système va dans le mur si on ne fait rien. Moins de cotisants, plus de retraités». Donc, la réforme était présentée comme inévitable. C'était ça, ou alors augmenter les impôts, ou bien baisser les pensions. Le triptyque classique, en quelque sorte. D'accord. Mais il y avait quand même des voix dissonantes, non? Je pense au Conseil d'orientation des retraites, le corps. Ah oui, et c'est là que ça devient intéressant. Le président du corps lui-même avait pourtant affirmé que les dépenses de retraite étaient globalement stabilisées. Il disait qu'elles ne dérapaient pas. Alors oui, le corps voyait bien des déficits arriver à terme, mais il constatait aussi un excédent à court terme. Donc il y avait un décalage? Clairement, on peut parler d'un choix politique, de, disons, dramatiser un peu la situation pour justifier une solution bien précise, faire travailler les gens plus longtemps. Et pour imposer ça, ils ont utilisé une méthode particulière, n'est-ce pas? Ce PLFRSS. Exactement. Un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. C'est un outil législatif qui contraint énormément les délais d'examen. Ça limite de fait le débat parlementaire. Un choix de procédure qui a clairement ajouté de la tension. Ok. Alors, au-delà de la méthode et des chiffres, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette loi change vraiment pour les Français et les Françaises? Il y a deux mesures principales, hein. D'abord, le report progressif de l'âge légal. On passe de 62 à 64 ans. Pour qui exactement? Pour les générations nées à partir de 1968. C'est progressif. D'accord. Et la deuxième mesure? C'est l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Pour avoir sa retraite à taux plein, il faudra 43 ans, donc 172 trimestres. Et ça arrive plus vite que prévu. Dès 2027 pour la génération née en 1965. Donc, travailler plus longtemps et cotiser plus longtemps aussi? Il y avait aussi la fin des régimes spéciaux? Oui, mais attention, uniquement pour les nouveaux embauchés. À la RATP, dans les industries électriques et gazières, c'est très symbolique, mais l'impact financier est lointain. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ceux qui y sont déjà gardent leurs droits. Et quelques mesures sociales pour accompagner ça? Oui, il y avait des adaptations pour les carrières longues, une revalorisation de la pension minimale, autour de 1 200 € brut pour une carrière complète au SMIC, et puis une réforme du compte pénibilité, le C2P. Mais bon, faire passer tout ça, ça n'a pas été une partie de plaisir au Parlement. Ah non, c'était pour le moins chaotique. Obstruction massive à l'Assemblée nationale, pas mal de modifications au Sénat. Et au final, comme le gouvernement n'était pas sûr d'avoir une majorité à l'Assemblée pour le vote final, Le couperet du 49.3. voilà. Le 16 mars 2023, engagement de la responsabilité du gouvernement, le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée. Et cette motion, elle a failli passer. C'était très serré. À 9 voix près. 9 voix. C'est dire si c'était sur le fil. Et ce recours au 49.3, ça a eu un effet immédiat. Le débat s'est déplacé. On parlait moins du fond de la réforme que de la méthode, de la légitimité démocratique. Les mots coup de force, déni de démocratie ont fusé. Forcément, ça a jeté de l'huile sur un feu social qui était déjà bien vif. L'opposition dans la rue a été énorme. Historique, oui. Il faut souligner l'unité syndicale, de la CFDT à la CGT, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis des millions de manifestants, sur plusieurs mois. Quels étaient leurs arguments principaux? Essentiellement l'injustice sociale. Le fait que ça pénalise ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles. Aussi, un impact jugé disproportionné sur les femmes, à cause des carrières souvent plus hachées. Et puis, l'idée qu'il y avait d'autres solutions. Des alternatives économiques? Oui, augmenter les cotisations, taxer davantage le capital ou les hauts patrimoines, c'était vraiment un affrontement sur le modèle social qu'on voulait. Bon, la loi est appliquée depuis septembre 2023. Maintenant, avec un peu de recul, quel est le verdict des institutions sur l'impact financier? L'équilibre promis, il est là? Les évaluations sont, disons, mitigées.
La Cour des comptes, début 2025, a noté un effet positif sur les finances publiques, mais surtout jusqu'en 2032. Après, ça diminue. Et surtout, le corps lui-même, en intégrant la réforme dans ses projections de juin 2025, conclut que le système reste en déficit à long terme. Ah oui, même avec la réforme, hein. Oui, jusqu'en 2070 selon leur modèle. Le déficit serait encore de 0,2% du PIB, en 2030 par exemple. Donc tout ça pour ça, si je peux dire, un coût politique et social énorme pour un objectif d'équilibre durable qui n'est même pas atteint. C'est un peu l'ironie de l'histoire, oui. La réforme réduit les déficits, c'est indéniable, mais elle ne les élimine pas sur le long terme, d'après l'organisme de référence qui avait servi au départ à justifier l'urgence. En résumé, on a donc une modification majeure des paramètres de la retraite, adoptée dans la douleur qui a laissé des cicatrices démocratiques profondes et qui, au bout du compte, n'a pas totalement résolu le problème financier qu'elle était censée régler. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour la suite. Puisque cet équilibre financier promis n'est pas au rendez-vous selon COR, est-ce que cette réforme n'était finalement qu'une étape? Une étape avant la prochaine, peut-être encore plus difficile à faire passer. La question explosive des retraites en France, elle semble loin, très loin d'être refermée. Qu'est-ce qui pourrait bien rallumer la mèche la prochaine fois? Vaste question.